Cizit, justement. Et tu voulais nous faire un petit point sur la CEDH, tu nous disais tout à l'heure? Oui, alors, mais pas n'importe quel point sur la CEDH, ça a un rapport avec l'Ukraine et la Russie. Et tu vas comprendre pourquoi. Parce que, en fait, je vais vous parler de deux affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'une qui porte, alors ça c'est du détail, sur un ressortissant marocain, et l'autre affaire sur des ressortissants britanniques, mais qui sont membres des forces armées ukrainiennes. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve devant la CEDH? C'est parce que malheureusement ces personnes ont été condamnées à mort dans la République populaire de Donetsk. Je le prononce mal, après s'être rendu aux forces russes au cours des hostilités, en fait. Et comme la Cour européenne a été saisie de ces affaires, elle a entendu utiliser ses pouvoirs qui sont conférés par l'article 39 de son règlement. Et pour rappel, l'article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme, ça lui permet d'indiquer des mesures provisoires à tout État partie à la Convention européenne des droits de l'homme. Et Première question, désolé de t'interrompre, Vulga. Tu nous parles d'une condamnation à mort du coup dans la République populaire de Donetsk, c'est ça? oui, c'est dans les faits. Et alors la question que je voulais poser, c'est est-ce que là, j'en sais rien, je pose la question, j'ai pas vérifié. Est-ce que il y a la peine de mort en Ukraine à la base, ou est-ce que du coup c'est une spécificité qui est arrivée avec la proclamation de cette nouvelle république? Alors là-dessus, j'ai pas je me prononcerai pas là-dessus parce que j'ai pas cherché les fondements juridiques de cette comment on appelle ça, de cette du prononcé de la condamnation à mort. Je sais pas si c'est effectivement issu, je sais pas, du droit du droit justement de cette République populaire, ou alors si c'est ou alors si ça vient du droit russe, mais je pense pas que ce soit je pense pas que ce soit ukrainien, puis de toute façon ça me paraît puis ça me paraît très étrange puisque par principe lorsque tu es membre du Conseil de l'Europe, tu ratifies un des protocoles à la Convention européenne des droits de l'homme et dans ces protocoles si je sur peine-de-mort.org, l'Ukraine abolit la peine de mort le 22 mars de je sais plus quelle année. 22 février 2000, le Parlement ukrainien vote par 229 voix pour et 15 contre seulement en faveur de l'abolition de la peine capitale. Et il y avait une proposition visiblement de la rétablir pour les crimes les plus graves, mais ça a été rejeté par le Parlement. Et aussi pour ajouter à cela, du coup, donc là, bon, tu avais fait la vérification, mais la peine de mort est aussi abolie dans le cadre du protocole numéro 13 à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, du coup, c'est consacré dans le droit européen. Dans le droit européen, c'est consacré. Attention, je rappelle encore une fois, on ne confond pas le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme. Tout ça, c'est distinct de l'Union européenne. Ça, je le rappelle et j'insiste. C'est une des conditions pour intégrer l'Union européenne, ça? Pour la peine de mort... Est-ce qu'un pays qui pratique la peine de mort, la peine capitale, peut intégrer l'Union européenne? Alors ça, je pense que moi ça m'étonnerait qu'un État qui on va dire qui prévoit la peine de moi je dirais non, mais à vérifier parce que là de tête je serais pas capable de te le dire et j'ai pas envie de dire de bêtises. Et du coup, pour en revenir à notre histoire, donc ce qu'on entend par en fait lorsque la Cour prononce des mesures provisoires, en général c'est vraiment à titre exceptionnel et c'est lorsque les requérants sont exposés en l'absence de telles mesures à un risque réel de dommages irréparables. En l'occurrence, peine de mort, le dommage il est effectivement irréparable. Tu respires plus, t'es quick quoi. Donc d'où la nécessité de prendre des mesures provisoires. Ouais, voilà. Et du coup, concrètement, c'est quoi les mesures provisoires que la Cour a pris? Elle a indiqué
alors ça vaut pas grand-chose, mais elle a indiqué au gouvernement de la Fédération de Russie qu'il devait veiller à ce que la peine de mort infligée aux requérants ne soit pas exécutée et de s'assurer que les intéressés bénéficient de conditions de détention correctes et bénéficient aussi de soins et de traitements médicaux adaptés et requis. Et pour ce qui est du gouvernement ukrainien, la Cour lui a également indiqué qu'il devait garantir dans toute la mesure du possible le respect des droits des requérants tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, il y a déjà plusieurs questions que vous vous posez. Alors, pour les personnes les plus informées, vous allez me dire, mais attendez, est-ce que la Russie, elle a pas... comment ça se fait que la Cour peut continuer à être saisie des requêtes à l'encontre de la Russie alors que la Russie a quitté le Conseil de l'Europe? Parce que oui, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps... Le Conseil de l'Europe n'est pas l'Union européenne aussi. Ouais, alors en fait, elle a... La Suisse dans le Conseil de l'Europe et la Russie. Oui. Ouais, encore une fois, je rappelle que que l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, ce sont des organisations bien distinctes. Et le Conseil de l'Europe, avant tout, c'est une organisation internationale qui a vocation à protéger les droits de l'homme, en somme. Voilà. Et du coup, c'est cette organisation à laquelle se rattache la Cour européenne des droits de l'homme. Et du coup, pour en revenir à nos moutons, la Russie a effectivement quitté le Conseil de l'Europe depuis une résolution du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 16 mars 2022. Et en conséquence, et c'est là que c'était assez perturbant, c'est que le président de la Cour européenne des droits de l'homme avait suspendu l'examen des requêtes contre la Russie. Et là, vous me dites, mais comment ça se fait que la Cour européenne des droits de l'homme a pu être saisie comme ça d'une requête? Eh ben, c'est parce qu'entre-temps, le 22 mars 2022, il y a une nouvelle résolution qui a été adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme et qui lui permet de conserver sa compétence pour traiter les requêtes dirigées contre la Russie. Alors, concernant toutes les actions et omissions qui sont susceptibles de constituer une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, et ce jusqu'au 16 septembre 2022. En gros, on considère que la Russie continue à être membre du Conseil de l'Europe jusqu'au 16 septembre 2022, le temps de traiter les requêtes, en somme. Après, vous me direz, est-ce que... Ouais. Suspension provisoire, du coup, mais conservatoire. Oui, en fait, au début, il y avait une suspension. C'est-à-dire, en fait, au début, la Cour avait suspendu le temps de réfléchir aux conséquences du retrait de la Russie du Conseil de l'Europe, parce que c'est quelque chose, on croirait pas comme ça, mais c'est quand même quelque chose d'historique. C'est de ce que j'ai compris. C'est arrivé, ça. Ouais, c'est la Russie est vraiment le premier État à avoir quitté le Conseil de l'Europe. C'est quelque chose qui est assez notable. Et volontairement, là, s'ils en sont exclus. Alors c'est quand même assez drôle parce que la Russie, un des représentants de la Russie avait envoyé un communiqué comme quoi la Russie avait l'intention de quitter le Conseil de l'Europe, et du coup le Conseil de l'Europe a coupé l'herbe sous le pied à la Russie en disant de toute façon on s'en fout, vous êtes dégagés. vu ce que vous avez fait, on vous vire, voilà. T'es viré, non, c'est moi qui démissionne. Oui, voilà, ouais, c'est un peu ça, mais tu sais, c'est pour le côté symbolique. Non, moi je te quitte. C'est moi qui te largue. Ouais, c'est vrai que comme ça, quand tu le vois, tu peux le prendre comme ça d'un ton troll, mais après, d'un point de vue symbolique, ça la foutrait mal que ce soit uniquement la Russie, tu sais, qui décide de son propre chef. Voilà. Après, on est d'accord, ça fait un... internationales finissent mal en général, disait la chanson. Ou pas. Et pour ce qui est des mesures... Ouais, excuse-moi. Après, de toute façon, là, j'ai bientôt fini parce que la deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces mesures provisoires vont suffire? Après, franchement, on peut en douter parce que il faut pas oublier que le mastodonte russe, la mère patrie, a déjà fait l'objet de ce type de mesures. Et je crois que j'en avais déjà parlé dans l'une de tes émissions où j'avais indiqué que dès le 1er mars 2022, la Cour européenne des droits de l'homme avait
déjà pris des mesures provisoires à l'encontre de la Russie en lui demandant de suspendre immédiatement les opérations militaires qu'elle avait commencées le 24 février 2022 sur le territoire de Opération l'Ukraine. militaire spéciale. Attention, on n'appelle pas ça la guerre, hein, sinon je vais mal le prendre. Oui, attention, attention. C'est pas une guerre. Les mots Très, sont très importants. Et elle a aussi, dès le 1er mars 2022, elle avait demandé à la Russie de veiller à ce qu'aucune des unités militaires ou unités armées irrégulières qui pourraient agir sous la direction de la Russie, etc., ni aucune organisation ou personne ne commettent d'actes tendant à la poursuite des opérations militaires. En gros, pour vraiment résumer, la Cour disait la Russie ne fait rien, s'il te plaît, fais rien, sinon ça va mal se passer. Et après, le fait de ne pas respecter quand même ces mesures provisoires, ça a pour conséquence d'entraîner une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, et du coup, il y aura des éventuelles sanctions, il y aura des sanctions financières, voilà, à l'encontre de la Russie, logiquement. Et normalement, ces sanctions financières, si je dis pas de bêtises, elles vont bénéficier aux requérants. Ouais, parce que on a souvent vu des mesures de rétorsion économique qui finalement handicapaient autant, voire plus, les personnes qui les prononçaient que les personnes à l'encontre desquelles elles étaient adressées, en l'occurrence les Russes. Oui, c'est vrai qu'on a vu que malheureusement, tu le vois aujourd'hui, il y a des conséquences qui sont assez néfastes, alors qu'on a essayé de manifester, alors que les États de l'Union européenne ont... pays d'Europe, hein, c'est un vrai. Ouais, on n'est peut-être pas le plus mal loti, mais je pense qu'on le ressent quand même. Et surtout, comme les différentes personnes l'avaient affirmé, de différents bords politiques, il y a des profiteurs de guerre. Les profiteurs, voilà. Ça te va ça, les profiteurs? Ah ouais, putain, il faudra un sample comme ça. Néfaste pour qui?